qu'il y a des personnes qui sont en train de se comporter telles qu'elles le font aujourd'hui, donc qui commettent des actes qui correspondent à la description légale du crime contre l'humanité et qui s'exposent donc à des poursuites dans tous les pays signataires de la Convention de 84 sur la compétence universelle, donc qui donne la compétence à n'importe lequel de ces États signataires d'engager des poursuites contre les personnes. Alors, ceux de la DGSP, par exemple, qui ont des propriétés en France, qui ont des résidences en France, ces personnes pourraient être poursuivies en France pour crimes contre l'humanité, pour des actes commis au Congo. L'opération menée contre les Kuluna, elle est appelée Zéro Kuluna. Roger Lutambake, poursuivi à Paris actuellement, il avait mené une opération qui s'appelait Effacer le tableau. Si vous effacez, c'est que vous revenez à zéro. Ici, notre opération, en tout cas celle conduite au Congo, s'appelle Zéro Kuluna. Et je vous ai donné la définition de ce que c'est que le crime contre l'humanité. Ce sont des attaques généralisées et systématiques conduites contre une population civile, et parmi les actes commis contre cette population, il y a le meurtre. Ici, plusieurs personnes ont été tuées à bout portant sans autre forme de procédure. Donc, il n'a pas été question au début de l'opération et telle qu'elle s'est poursuivie récemment à Pointe-Noire, il n'a pas été question de faire autre chose contre ces personnes que de commettre le meurtre contre les personnes en question. Et j'avais expliqué précédemment aussi que si vous planifiez la mort de quelqu'un et que vous allez exécuter cette opération, qu'il y ait préméditation et guet-apens, on est là dans une circonstance aggravante concernant le crime contre l'humanité, parce que ce n'est plus simplement le meurtre, ça devient un assassinat. Et donc, les Kuluna, en tant que population ciblée dans ces opérations, font que ce qui se passe en ce moment constitue des crimes contre l'humanité. Ceux qui y participent, ceux qui ont des positions officielles leur permettant de donner de la voix, qui ne font rien, qui laissent faire, toutes ces personnes-là peuvent être recherchées en responsabilité, soit par commission ou par omission. En sorte, vous êtes en train de dire, par exemple, le président du Sénat, Pierre Ngolo, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvuba, voilà, Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre du gouvernement. Je veux aussi ici faire allusion au directeur général de la police, la gendarmerie, le ministre de la Défense. Bon, bref, ils sont nombreux. Tout ce monde est passible de poursuites au pénal. Toutes les personnes que vous avez citées, le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires, les députés, toutes ces personnes font partie de la notion large de gouvernement. Donc, elles ont des responsabilités parce que concernant les parlementaires, ils ont la responsabilité de contrôler l'action du gouvernement. Ce qui est en train de se fait sous le regard des parlementaires. Donc, que font les parlementaires pour empêcher ce qui est en train de se faire? S'ils ne font rien, évidemment, ils commettent à ce moment la même infraction par omission. Dans le cas des crimes qui se déroulent, par exemple, actuellement au Congo-Brazzaville, on peut aussi remonter vers les crimes contre l'humanité commis dans le pool entre 1998 et 2000, des crimes qu'il a revendiqués d'ailleurs lui-même, voilà, sans qu'il ne soit soumis à une pression. Alors, dans l'interprétation de l'article 96 que je viens de rappeler à nos téléspectateurs, fait-il allusion essentiellement aux poursuites qui seront engagées après sa cessation des fonctions, ou aussi aux poursuites dont il peut être l'objet actuellement?
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7 et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Comme vous le savez tous ou presque, certains gouvernements en difficulté peuvent utiliser des événements traumatiques pour tenter de mobiliser les populations vers une direction qu'ils souhaitent. C'est une stratégie politique connue de tous. Je m'explique. Quand ces gouvernements échouent sur tous les plans, comme celui bien sûr du Congo sous Denis Sassou Nguesso, où plus rien ne va, 42 ans après son règne, son partage, désormais plus rien à proposer aux Congolais, ce type de gouvernement peut planifier des situations traumatiques pour maintenir la population dans la terreur. C'est la situation dans laquelle a été aussi soumise la population congolaise pendant des années, comme l'explique un député du Parti congolais du travail, Idever Mwani, que je vous propose de suivre en extrait. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissés-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but, c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Voilà, une fois la population prise dans ce piège, de la terreur, l'effroi, traumatisé, le tyran peut ensuite ordonner des opérations sous fausse bannière. En anglais, on parlerait de false flag operation. C'est le cas de la fausse opération officiellement présentée aux Congolais comme une lutte contre les Koulouna, disons mieux, contre le banditisme urbain. Et là, le tyran paraît comme un sauveur, l'homme qui peut contrôler la situation ou ramener la paix, pourtant troublé par son propre système. Une opération qui vise, comme vous le savez évidemment, à tuer en public, et vous êtes en train de le voir, et cette opération peut évidemment conduire à l'élimination des centaines, bien sûr, ou pourquoi pas des milliers de ses propres citoyens. Ce type d'opération, il faut aussi le rappeler, n'ont qu'un seul but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de mobiliser la population autour, bien sûr, d'un objectif visé par le tyran. Dans le cas du Congo, je peux me tromper, mais il faut toujours avoir à l'esprit que nous sommes à l'orée de la présidentielle 2026. Ce sont des crimes contre l'humanité, l'instrumentalisation de la violence, la terreur, j'allais dire, à des fins politiques. Quelle interprétation vont faire, juridiquement parlant, que dit la loi contre de tels crimes? On en parle aujourd'hui avec Maître Charles Anissé Poitiers, Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec. Bonjour Maître et très heureux de vous retrouver sur RSEC. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est un plaisir partagé. Merci. Vous suivez attentivement les assassinats en série qui ont lieu au Congo-Brazzaville. On peut parler de crimes de masse, crimes de guerre. Après, vous nous direz si vous partagez évidemment ces qualifications ou non. Mais je sais une chose, quand un soldat tire à bout portant sur un civil ou même sur un militaire désarmé, qui ne présente aucune résistance, de surcroît ligoté ou menotté, c'est un crime de guerre selon le traité de Rome, quel que soit ce qu'on reprocherait à cette victime. Alors, quelle lecture faites-vous avec le recul, bien entendu, de l'opération en cours au Congo-Brazzaville menée par la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, ordonnée par Denis Sassou Nguesso? Puisque vous avez laissé une ouverture pour que je revienne éventuellement sur les qualifications que vous avez mentionnées, en me référant au statut de Rome que vous avez évoqué, concernant les faits tels qu'ils sont en train de se passer, on serait plus proche du crime contre l'humanité. Parce que le crime de guerre, il n'existe que quand il y a guerre. En l'absence de guerre, il n'y a pas de crime de guerre. Donc là, il s'agit des crimes contre l'humanité.
la définition qui est retenue par les statuts de Rome et qui a été reprise parce qu'il y a une loi congolaise contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, la loi de 1998. Donc, elle reprend in extenso la définition des statuts de Rome, qui considère comme crime contre l'humanité des faits qui sont commis dans un contexte particulier. Et ce contexte, tel qu'il est décrit, c'est une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et quand vous regardez ce qui se passe actuellement, il y a une population civile qui est ciblée. Cette population, elle a été désignée comme étant les Kuluna ou les bébés noirs. Donc, ça aurait pu être un groupe ethnique, ça aurait pu être un autre type de groupe, par exemple basé sur la couleur de la peau. Mais ici, on a ciblé une population civile selon une caractéristique déterminée, donc leur comportement dans la société, et on les a désignés comme étant des Kuluna ou des bébés noirs. Que disent les textes? Lorsque vous ciblez une telle catégorie de la population civile et que vous commettez contre cette population des actes précis, parmi lesquels le meurtre, à partir de ce moment, on parle d'un crime contre l'humanité. Donc, vous voyez que les critères sont réunis. Une population civile et contre cette population sont commis des meurtres. Et à ce moment, dès lors qu'on peut parler de crime contre l'humanité, évidemment, il faudrait voir les autres aspects, ça veut dire les aspects d'imputabilité et de responsabilité. Et ici, je pense que c'est le moment de rappeler les temps, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'est qu'à Paris s'est ouvert il y a 2 jours en arrière le procès de Roger Loutamba. Et Roger Loutamba est poursuivi en France pour des crimes qu'il aurait commis à l'est de la RDC il y a plus de 20 ans en arrière. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il y a des personnes qui sont en train de se comporter telles qu'elles le font aujourd'hui, donc qui commettent des actes qui correspondent à la description légale du crime contre l'humanité et qui s'exposent donc à des poursuites dans tous les pays signataires de la Convention de 84 sur la compétence universelle, donc qui donne la compétence à n'importe lequel de ces États signataires d'engager des poursuites contre les personnes. Alors, ceux de la DGSP, par exemple, qui ont des propriétés en France, qui ont des résidences en France, ces personnes pourraient être poursuivies en France pour crimes contre l'humanité, pour des actes commis au Congo. Merci maître. Alors, des maisons des familles des victimes sont démolies, mais également aussi des églises, c'est ce qu'on apprend et les images existent au prétexte qu'elles protégeraient les présumés délinquants. Des corps des victimes exposés en public pendant plus de 24 heures avec interdiction faite aux parents ou aux familles des victimes d'y toucher ou d'organiser un deuil pour la victime. Je voudrais qu'on interprète ici quelques articles de la Constitution congolaise, notamment les articles 95 et 96. Si l'ordre visiblement donné par Denis Sassou Nguesso lui-même à cette unité de la sécurité présidentielle peut le protéger, et qu'en sera-t-il bien sûr pour Serge Oboa, mais aussi pour les éléments de son unité? Je vais donc rappeler pour l'intérêt de nos téléspectateurs l'article 95 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 qui dispose: le président de la République est justiciable devant la Cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Dans ce cas, le président de la République est mis en accusation par le Parlement, réuni en congrès, statuant à la majorité des 3/4 de ses membres. Une loi organique fixe les conditions et la procédure de mise en accusation du président de la République. Je vois déjà les Congolais en train de sourire parce qu'évidemment, on sait que le Parlement
Et après, je peux me tromper, c'est simplement une caisse de résonance est acquis donc au président de la République. Je relis l'article et je vous pose les questions. L'article 95, j'y reviens donc, dispose que le président de la République est justiciable devant la haute cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de sa haute fonction. Alors, ici, la question, c'est de savoir, pour avoir en fait ordonné ces assassinats, tout le monde convient que ce sont les assassinats, hein, des crimes en série d'ailleurs, hors cadre légal. Denis Sassou Nguesso est-il poursuivable au pénal? Si oui, comment cela doit se passer ou devrait se passer? Si je répondais oui, je dirais que ça se passerait tel que c'est écrit dans l'article. Par contre, la question est beaucoup plus, la réponse est un peu plus complexe que cela parce que nous sommes en train de parler du statut pénal du chef de l'État. Et le statut pénal du chef de l'État, dans une émission précédente, je vous disais que ces dispositions, depuis qu'elles ont été écrites, elles n'ont jamais été appliquées. Et donc, elles devront être un jour, si les circonstances se présentaient, être appliquées, mais à ce moment, ça appellera une interprétation. Que signifie exactement le texte que vous venez de lire? Parce que ce texte ne signifie pas l'interprétation qui lui est couramment donnée dans les commentaires, dans les émissions telles que je les entends souvent. La première des choses à observer, c'est que si on reste dans le droit strictement congolais, donc le droit constitutionnel congolais, parce qu'en l'occurrence, lorsqu'on va dans l'interprétation, si le texte n'a pas la clarté suffisante par rapport aux circonstances et qu'il nécessite d'être interprété, on va aussi faire intervenir le droit international comparé. Donc, on va regarder sous d'autres cieux comment les choses se passent. Restons d'abord dans le texte congolais. Je ferai observer une évolution du statut pénal du chef de l'État dans le sens de dire qu'ici, le chef de l'État est moins protégé qu'il ne l'était dans les textes antérieurs. Les gens ont tendance à penser qu'il est plus protégé maintenant, mais la réalité est qu'il est moins protégé qu'avant. Pourquoi? Avant, le texte parlait de haute trahison. Donc, les textes de 92 et de 2002 parlaient de haute trahison. Même l'acte fondamental de 97 parlait de haute trahison. Ce qui est nous sommes là dans des considérations juridiques parce que la haute trahison va se définir en référence à la trahison qui a une définition dans le code pénal. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la haute trahison, puisqu'elle n'est pas définie, vous allez vous appuyer sur la trahison pour interpréter la haute trahison. Or, ici, les choses changent parce qu'on ne parle plus d'une infraction pénale, mais on est entré dans une dilution du texte parce qu'on parle des actes manifestement incompatibles avec les devoirs de sa charge. Alors, quand on dit acte manifestement incompatible, qu'est-ce que ça veut dire? En droit, ça ne veut rien dire en réalité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'autorité qui aura à se prononcer. Oui, mais pardon, maître Charles. Non, il faudrait que je finisse mes raisonnements. C'est un instant, c'est très important parce que vous dites les actes manifestement incompatibles et vous dites que c'est vague. Vous pouvez relire le texte. J'en arrive. Je vais poser une toute petite question à ce niveau-là. Oui. Évidemment, les actes manifestement incompatibles à ses fonctions. Lorsqu'on a donné, par exemple, un ordre illégal, parce que tout le monde sait, après on me dira si je me trompe, un ordre qui consiste à aller tuer quelqu'un, une personne, sans cadre légal, en violation de la Constitution, est un acte illégal. Tout le monde le sait. Dès lors que Denis Sassou Nguesso a donné l'ordre d'aller tuer les Congolais,
en violation de la Constitution, sans cadre légal. N'est-ce pas là un acte manifestement illégal? Donc, j'apprécierais que vous puissiez me laisser terminer mes Oui, je veux bien, raisonnements mais parce j'ai aussi que des questions à poser. mais si vous perturbez les raisonnements, vous ne me comprendrez pas et vos Je vous en questions prie. Donc, on peut ne... continuer, mais c'est le devoir, c'est D'accord. le format interview. Je dois poser des questions de précision, pourquoi pas, parce que je peux vous laisser évoluer jusqu'à la fin. Après, bon, j'avais une idée, peut-être que les Congolais aussi voudront bien comprendre un certain nombre de choses. Si je ne pose pas ces questions, ben, ça sera une conférence. Donc, laissez-moi à un moment donné Non. aussi vous interrompre après quelques minutes de réponse pour avoir des précisions. Vous pouvez continuer, maître. Mais on s'est entendu. Donc, Merci. j'étais en train d'expliquer que le régime actuel est moins protecteur, en tout cas en ce qui concerne l'article 95, il est moins protecteur. Parce que dans les dispositions antérieures, vous retrouverez toujours l'adverbe ne, donc la négation, qui organisait, pardon, qui organisait un régime de responsabilité restrictive. Ça veut dire qu'on excluait toutes les autres infractions, on ne retenait que la haute trahison. Donc on disait ne peut être, la plupart du temps, si vous regardez le texte de 92, de 97 et de 2002, il y a l'adverbe ne dans la phrase, ce qui signifie qu'en dehors de la haute trahison, aucune autre infraction n'était comprise dans la mise en œuvre de la responsabilité du président de la République. Or, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la responsabilité du chef de l'État peut être. Donc, on n'est plus dans un cadre restreint, on est dans un cadre large. On dit peut-être. Et on vous dit des actes incompatibles, manifestement incompatibles avec les charges de sa haute fonction ou les devoirs de sa haute fonction. À partir du moment où on retire la négation, ça veut dire que tout ce que l'on peut considérer comme un acte manifestement incompatible avec les devoirs de sa charge, cet acte-là fait partie de ceux qui peuvent permettre la mise en œuvre de sa responsabilité. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un contexte tel que il n'y a plus que la haute trahison, mais la haute trahison fait partie parce que, naturellement, la haute trahison est manifestement incompatible avec les devoirs de ces hautes fonctions. Donc, elle fait partie. Mais en plus de la haute trahison, il y a toutes les autres infractions possibles. Donc, si, par exemple, M. Christian Perrin est le juge de M. Sassou Nguesso et que M. Christian Perrin considère que ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir ordonné illégalement de donner la mort à des personnes est un acte manifestement incompatible avec les charges de sa fonction, à ce moment-là, il sera condamné pour cela. Et tous les autres actes que vous considérerez dans la même dimension donneront lieu aux mêmes conséquences. Merci, maître. Donc le Alors, régime est moins protecteur. voilà, parlons également des autres. On reste encore sur l'article 95, bien sûr, de la Constitution congolaise. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'ordre qui a été donné est un ordre illégal. On peut donc, voilà, ici invoquer l'article 14 de la même Constitution qui dispose que tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, soit par sa propre initiative, soit sur instruction, tel que ça se passe au Congo-Brazzaville, l'instruction a été donnée par Denis Sassou Nguesso, est puni conformément à la loi. Alors, sachant que les crimes sont imprescriptibles. Serge Oboa et ses hommes sont en train non seulement d'exécuter un ordre illégal, mais aussi et surtout se rendre coupables d'actes de torture. Nous voyons les images, de traitements inhumains et dégradants, des crimes de masse. Vous disiez tout à l'heure, on peut les poursuivre, par exemple, à l'étranger s'ils ont des domiciles, par exemple, identifiés à l'étranger. Dans le cas, par exemple, de Serge Oboa, s'il a un domicile, par exemple, en France, est-il poursuivable et comment pourrait donc se faire cette poursuite?
comme ça se passe concernant Roger Lutamba, donc l'ancien ministre du Commerce de la RDC, je ne veux pas insister sur des noms de personnes ou des titres de personnes au Congo, puisque nous parlons de la responsabilité pénale du chef de l'État, mais toutes les autres personnes, par exemple, tous les autres membres du gouvernement, parce que le gouvernement est régi par un principe de solidarité. Si on ne dit rien ou on ne fait rien, ça veut dire qu'on accepte, on cautionne. Et donc, à ce moment, on accepte la responsabilité collective du gouvernement, mais en matière pénale, c'est une responsabilité individuelle. Le fait d'appartenir à un gouvernement qui ordonne les mesures de cette nature et qu'on ne proteste pas, qu'on ne démissionne pas, qu'on continue à participer, ça vous rend justiciable devant les juridictions devant lesquelles s'exerce la compétence universelle. Donc, Vous comme parlez j'ai là dit tout à de l'heure, tous complicité les de pays... crime, alors. Comment? Complicité de crime. Les infractions, pas nécessairement la complicité, ça peut être l'acte même, la commission de l'acte, parce que les infractions existent par commission et par omission. Donc, pour des infractions d'omission, c'est notamment le cas pour les personnes qui sont dans des positions d'empêcher, mais laissent faire, tels que des ministres qui sont dans des positions d'empêcher, mais laissent faire. Donc, si vous vous référez à la jurisprudence de la Cour pénale internationale, toutes les personnes qui se sont retrouvées en situation d'empêcher la commission des crimes, mais ont laissé commettre les crimes en question, ces personnes ont été recherchées en responsabilité. Donc ici, je vous ai dit d'emblée que l'opération menée contre les Koulouna, elle est appelée Zéro Koulouna. Roger Lutamba, qui est poursuivi à Paris actuellement, il avait mené une opération qui s'appelait effacer le tableau. Si vous effacez, c'est que vous revenez à zéro. Et ici, notre opération, en tout cas celle conduite au Congo, s'appelle Zéro Koulouna. Et je vous ai donné la définition de ce que c'est que le crime contre l'humanité. Ce sont des attaques généralisées et systématiques conduites contre une population civile, et parmi les actes commis contre cette population, il y a le meurtre. Ici, plusieurs personnes ont été tuées à bout portant sans autre forme de procédure. Donc, il n'a pas été question au début de l'opération et telle qu'elle s'est poursuivie récemment à Pointe-Noire, il n'a pas été question de faire autre chose contre ces personnes que de commettre le meurtre contre les personnes en question. Et j'avais expliqué précédemment aussi que si vous planifiez la mort de quelqu'un et que vous allez exécuter cette opération, qu'il y ait préméditation et guet-apens, on est là dans une circonstance aggravante concernant le crime contre l'humanité, parce que ce n'est plus simplement le meurtre, ça devient un assassinat. Et donc, les Koulouna, en tant que population ciblée dans ces opérations, font que ce qui se passe en ce moment constitue des crimes contre l'humanité. Ceux qui y participent, ceux qui ont des positions officielles leur permettant de donner de la voix, qui ne font rien, qui laissent faire, toutes ces personnes-là peuvent être recherchées en responsabilité, soit par commission ou par omission. En sorte, vous êtes en train de dire, par exemple, le président du Sénat, Pierre Ngolo, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvuba, voilà, Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre du gouvernement. Je veux aussi ici faire allusion au directeur général de la police, la gendarmerie, le ministre de la Défense. Bon, bref, ils sont nombreux. Tout ce monde est passible de poursuites au pénal. La Cour pénale internationale et les juridictions qui utilisent la compétence universelle se réfèrent à la notion anglo-saxonne de gouvernement. Lorsqu'on dit government dans le contexte anglo-saxon, on sort du cadre réservé à l'exécutif. Le gouvernement, à ce moment, devient une notion large qui comprend toutes les personnes
participant à l'exercice des pouvoirs publics. Donc, la séparation des pouvoirs disparaît et toutes les personnes participant à l'exercice des pouvoirs publics font partie à ce moment du gouvernement. Donc, toutes les personnes que vous avez citées, le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires, les députés, toutes ces personnes font partie de la notion large de gouvernement. Donc, elles ont des responsabilités parce que concernant les parlementaires, ils ont la responsabilité de contrôler l'action du gouvernement. Ce qui est en train de se fait sous le regard des parlementaires. Donc, que font les parlementaires pour empêcher ce qui est en train de se faire? S'ils ne font rien, évidemment, ils commettent à ce moment la même infraction par omission. Maître, je voulais qu'on revienne un peu sur la nature même des incriminés, c'est-à-dire les Kuluna, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque c'est une opération qui vise les Kuluna, zéro Kuluna. Bon, après, je crois vous avoir déjà posé cette question ici, qui est réellement Kuluna? Parce que si nous reprenons évidemment ce terme, les Kuluna sont en train d'être éliminés ou effacés, je crois qu'on ferait fausse route parce que jusque-là, aucun de ces jeunes déjà exécutés n'est passé devant le tribunal pour qu'on établisse sa culpabilité. Donc on suppose que c'est encore des Congolais, des citoyens congolais qui ont été massacrés, sont passés devant le tribunal, donc parfois par des fausses accusations. Et puis c'est la délation, nous l'avons dit, ceux qui dénoncent, ceux qui signalent, perçoivent de l'argent. Je ne sais pas si vous avez constaté sur la toile, plusieurs pages se sont créées comme ça, des profils Facebook qui viennent afficher des images des Congolais, des compatriotes pour dire c'est un Kuluna, il faut le tuer. Et donc, on ne sait pas qui est Kuluna. Je le dis simplement parce qu'il y a déjà d'autres jeunes qui ont été exécutés parce qu'ils portaient un tatouage. Et il y a des jeunes qu'on confond comme ça, beaucoup de victimes. Et donc, qui est réellement Kuluna? Et lorsque nous parlons de cette opération zéro Kuluna, lorsque vous répétez les Kuluna sont en train d'être tués, est-ce que vous pensez que c'est prudent de répéter ça comme ça? Nous sommes dans le cadre d'une analyse de ce qui pourrait advenir dans le cadre de la recherche de responsabilité des personnes concernées. À partir du moment où une terminologie est employée publiquement par les pouvoirs publics, si nous faisons une analyse, nous nous saisissons de la terminologie qui est utilisée. Donc, il parle des Kuluna et des bébés noirs. On se saisit de cette terminologie pour repartir vers l'appréciation de la caractérisation du crime contre l'humanité tel que je le définissais tout à l'heure. On vous parle d'une population civile. Or, les pouvoirs publics ont désigné la population en question. Ils ont dit ce sont les Kuluna, tout comme on aurait pu dire toute personne âgée de 5 à 10 ans ou toute personne de telle couleur. Donc, ils ont désigné la population. Oui, lorsqu'on désigne une catégorie de la population, après, on passe à l'acte. Voilà pourquoi je pose la question de savoir si c'est déjà là, on peut parler de l'intention même de commettre le crime, puisqu'ils ont désigné des Kuluna. Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est son cadre légal, c'est eux qui ont désigné et ils se sont lancés dans cette opération, commencé à exécuter. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'intention même de commettre ces crimes? Concernant l'intention, j'irai un peu plus loin que le cadre que vous fixez. C'est l'évolution des institutions telles que les défenseurs du changement de la Constitution en parlaient en leur temps. Ils avaient parlé d'une évolution des institutions. Et qu'est-ce que nous observons? On observe certains changements radicaux de la Constitution de 2002 à la Constitution de 2015. Par exemple, dans la Constitution de 2002, il y avait un article 10
qui consacrait au niveau constitutionnel le devoir et le droit de désobéissance des personnes en responsabilité dans les forces de l'ordre. Donc la Constitution de 2002 disait à tout agent des forces de l'ordre qu'il avait le devoir de désobéir lorsqu'on lui donnait un ordre illégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet article a été retiré de la Constitution. Quelle était l'intention de ceux qui ont retiré cet article de la Constitution? Et plus loin, il y avait un article 38 qui disait que tout acte qui aurait pour conséquence de priver la nation d'une partie ou d'une totalité de ses ressources naturelles constituait un crime économique imprescriptible. Cet article aussi a été retiré de la Constitution. Et quand vous regardez ce qui s'est passé par la suite à partir de 2015, vous observez quoi? L'exacerbation de la violation des droits de l'homme par les agents de la force publique. Donc, en termes d'intention, quand les juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale se mettraient à rechercher l'intention des auteurs des actes, on remarquera que les personnes en question avaient pris le soin initialement de retirer l'article 10, de retirer l'article 38 de l'ancienne Constitution et de consacrer dans l'article 96 de la Constitution actuelle l'impossibilité d'engager des poursuites. Et donc, à ce moment, les textes nous font comprendre qu'il y a eu une volonté à la fois de rendre plus facile la commission des crimes contre l'humanité et des crimes économiques, et en même temps, on a organisé la protection de ceux qui commettraient ces actes-là, mais plus particulièrement au plus haut sommet concernant le président de la République. Donc, en termes d'intention, c'est ce que je peux vous donner comme élément d'appréciation. Et voilà, ça me rappelle un peu Clément Mirassa qui m'a rappelé que finalement ce régime a opté pour protéger les criminels financiers et économiques. Et maintenant, on commence à comprendre les choses, que de faire évoluer les institutions. Finalement, la Constitution avait été conçue pour ce à quoi nous sommes en train, évidemment, d'assister la destruction présente de l'économie, les crimes économiques, les crimes de sang. Et Maître, on va en venir donc, venons-en à l'article 96. Tout à l'heure, nous étions sur l'article 95. Passons à l'article 96 qui dispose, je vais rappeler à nos téléspectateurs, voilà, aucune poursuite pour les faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Alors, ma question. Dans le cas des crimes qui se déroulent par exemple actuellement au Congo-Brazzaville, on peut aussi remonter vers les crimes contre l'humanité commis dans le pool entre 1998 et 2000, des crimes qu'il a revendiqués d'ailleurs lui-même, voilà, sans qu'il ne soit soumis à une pression. Je vais vous proposer un extrait de son discours. C'était le 24 septembre dernier à Brazzaville. Suivez. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool.
Voilà, Maître Charles Anissé à Poitiers-Amar, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec. Voilà, Denis Sassou Nguesso a ordonné personnellement les opérations en cours, en rappelant bien sûr, j'allais parler d'une revendication, que c'est lui qui avait aussi donné voilà, l'ordre de ce même type d'opération dans le pool. Alors, dans l'interprétation de l'article 96 que je viens de rappeler à nos téléspectateurs, fait-il allusion essentiellement aux poursuites qui seront engagées après sa cessation des fonctions ou aussi aux poursuites dont il peut être l'objet actuellement? Bon, d'abord, je pense qu'il y a la réponse est dans la question parce que le texte dit après la cessation de ses fonctions. Donc, nous avons ici deux régimes. Le régime de l'article 95 qui organise la responsabilité du président de la République au moment où il est en exercice. Et je vous ai dit que là, sa responsabilité est beaucoup plus large que dans les constitutions antérieures. Ici, il est beaucoup plus à découvert que lorsqu'on ne parlait que de la haute trahison. L'article 96 qui vient parler de la cessation des fonctions, il est contradictoire avec l'article 95. Pourquoi? Parce que l'article 96 parle des actes commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pas des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Il y a une nuance ici, une nuance de taille, parce que dans l'exercice de ses fonctions, ce sont les actes commis dans les fonctions énumérées dans la Constitution et toutes les fonctions se rattachant à celles énumérées dans la Constitution. Donc, lorsque le président de la République va, par exemple, négocier un contrat, ça fait partie de ses fonctions. Et lorsque le président de la République se déplace dans la ville, admettons qu'il aille au Parlement, c'est une chose qui n'arriverait presque pas, qu'il prenne sa voiture lui-même au volant pour se rendre au Parlement, aller prononcer son discours sur l'état de la nation. À ce moment, il se rend pour exercer ses fonctions. Si en cours de route, il percute quelqu'un, c'est une infraction commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cependant, s'il allait rendre visite à une maîtresse, on a vu François Hollande sur sa moto les nuits dans Paris et Giscard d'Estaing aussi en voiture personnelle. Donc, s'il allait rendre visite à une maîtresse dans la nuit et qu'il percute quelqu'un, ce n'est pas une infraction commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Bien qu'il est président de la République, c'est un acte détachable de ses fonctions. Donc là, c'est l'individu Sassou Nguesso qui aurait commis l'infraction et il ne bénéficie d'aucune couverture. Pourquoi il est important de faire la nuance entre le terme à l'occasion de l'exercice des fonctions et dans l'exercice des fonctions, parce qu'il s'agit de deux régimes différents. Or, qu'est-ce qu'on observe à l'article 96? L'article 96 élargit le spectre. Le 95 ne parle que des actes manifestement incompatibles avec les devoirs de sa haute fonction, alors que le 96 parle des crimes et des délits. Donc, il ajoute aux actes manifestement incompatibles avec les devoirs de sa haute fonction les crimes et les délits. Est-ce que l'on peut concevoir que si dans l'exercice de ses fonctions, donc l'article 95, il peut être tenu responsable des crimes et délits qu'il commet dans l'exercice des fonctions, mais à l'occasion de l'exercice des fonctions, il n'est pas responsable. Donc ici, vous avez une contradiction qui fait que, logiquement, s'il est responsable des crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions, nécessairement, il est responsable des crimes et délits
commis à l'occasion de l'exercice des fonctions. C'est pour ça que je parlais de la nécessité de faire la nuance entre ces deux terminologies et les deux régimes qu'ils induisent. Quand vous regardez l'architecture d'ensemble de l'article 95 et de l'article 96 qui se mettent en contradiction, dès lors qu'apparaît la contradiction, la règle juridique à ce moment veut qu'il n'y a rien. Parce que si vous dites une chose et son contraire, vous n'avez rien dit. Donc en réalité, l'article 95 à lui tout seul peut signifier quelque chose, mais dès lors qu'on le met avec l'article 96, on se retrouve dans la nullité provoquée par la contradiction. Ce qui fait que je reviens à la nécessité d'interprétation dont je parlais tout à l'heure. Si des juges se retrouvaient face à cette situation, ils devront interpréter ces articles pour en dégager le régime. Et l'interprétation à ce moment va se référer à l'histoire constitutionnelle du régime pénal du président de la République. Vous avez une question donc... Maître Charles Alissé Poitiers-Amar, nous parlons ici des crimes contre l'humanité et je reviens sur l'opération Zéro Kuluna. Et nous savons également, lorsque les textes nationaux sont faibles, on fait recours aux textes internationaux. C'est juste un petit rappel. Alors, vous parlez des actes commis, vous avez dit, dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Si on revient sur l'opération Zéro Kuluna, dans quelle catégorie placez-vous cet ordre? Est-ce dans le cadre de l'exercice ou dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions? Ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que je vous ai dit que l'exercice de ces fonctions sont énumérées dans la Constitution. Et nulle part dans la Constitution, il est mentionné qu'il puisse avoir le droit d'ordonner la mort ou de programmer des attaques généralisées permettant de commettre des meurtres contre une population civile. Donc, ça ne figure pas dans ces fonctions. Et si ce n'est pas dans les fonctions, ça ne peut pas être non plus à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Souvenez-vous que concernant le président de la République, il s'agit d'une institution, bien que unipersonnelle, mais c'est une institution. Donc, les décisions du président de la République, l'exercice des fonctions du président de la République est un exercice qui obéit à un mécanisme processuel. Quand le président va prendre une décision en matière de sécurité en particulier, puisqu'ici on est en train de parler de la sécurité, et il faudrait rappeler encore une fois qu'il y a une criminalité grave dans le pays, il est nécessaire de lutter contre cette criminalité, donc la nécessité de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité, la question ne se pose pas à ce niveau. Il fallait mener des opérations. Cependant, comment mène-t-on ces opérations? Le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, reçoit des documents par des canaux formels. Il y a des organes autour de lui chargés de préparer ses décisions et il a des instances de prise de ces décisions. Dès lors que le président de la République vient vous dire « j'ai donné l'ordre de conduire ces opérations », ça voudrait dire qu'il n'a pas suivi les mécanismes par lesquels le président prend la décision. Parce que s'il suivait ces mécanismes, il n'aurait pas eu besoin de venir vous le dire parce que sa décision aurait été formalisée et elle serait connue. Or, il n'a pas exercé ses fonctions suivant le processus réglementé, ce qui l'a obligé à venir dire à la presse, donc à annoncer ses décisions de façon informelle.
Or, en matière de sécurité, ces décisions obéissent à un cadre particulier. Repartons à l'article 95 et l'article 96. Donc, cette alchimie, le résultat que ça nous donne en termes de statut pénal du chef de l'État. Les deux dispositions ensemble créent une confusion qui fait qu'on est obligé d'interpréter les règles. Et quand on va les interpréter, on va procéder à la distinction de la personne de M. Sassou Nguesso et de l'institution qu'il incarne. Ça veut dire que tous les actes détachables de la fonction qui concernent M. Sassou Nguesso impliquent la responsabilité de M. Sassou Nguesso. Parce qu'à cet égard, la disposition constitutionnelle qui va s'appliquer, c'est celle qui établit l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, face à la loi pénale, M. Sassou Nguesso n'est pas différent des autres Congolais. Nous sommes dans une situation d'égalité. Tout ce qu'il fait en tant que M. Sassou Nguesso, donc qui est détachable de la fonction présidentielle, il encourt la responsabilité comme tout individu. Tout ce qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, à ce moment, cela obéirait au régime établi par la Constitution. Or, je vous disais que l'article 95 et l'article 96 se télescopent plus ou moins. Et si on allait faire une interprétation, ce qu'on va observer, d'abord sur le plan international, on remarquera que l'irresponsabilité absolue n'existe plus nulle part dans le monde. Donc, depuis que les Anglais ont décapité leur roi en 1649, Charles Ier, depuis qu'ils ont fait ça, on est entré dans la désacralisation de la personne du chef de l'État. Parce qu'il faudrait rappeler que les monarques européens de l'époque étaient des monarques de droit divin. Donc, ils tenaient leur pouvoir de Dieu. Les peuples regardaient la chose de cette façon. C'est pour cela qu'on ne pouvait rien reprocher au roi et on ne pouvait pas juger le roi puisqu'il était l'incarnation de Dieu sur terre. Mais à partir du moment où on a considéré que le roi, même étant l'incarnation de Dieu sur terre, devait rendre des comptes, qu'on pouvait le juger, donc les Anglais ont jugé leur roi et l'ont décapité. Les Français, par la suite, ont jugé leur roi, Louis XVI, lui aussi, qui était d'une monarchie de droit divin, donc incarnation de Dieu sur terre. Les Français ont estimé que cela ne le mettait pas à l'abri de ses responsabilités. Donc, ils l'ont jugé, l'ont décapité. Plus tard, les Russes vont faire pareil avec le Tsar. Ils vont le juger et l'exterminer avec sa famille. Donc, à partir de ce moment, vous comprenez qu'il n'y a plus de responsabilité pour les têtes couronnées, pour toutes les personnes se réclamant de Dieu. À plus forte raison pour ceux qui ne se réclament pas de Dieu ou qui ne tiennent pas leur autorité de Dieu. Donc, les présidents de la République, ils ont un mandat qui est confié par le peuple à partir du moment où leur pouvoir ne vient pas de Dieu et qu'il vient des peuples, ils ont des devoirs de responsabilité à l'endroit de ces peuples. Ce qui fait qu'à travers le monde, encore une fois, on a vu des présidents de la République qui ont été jugés. C'était le cas du maréchal Pétain, c'est le cas de Saddam Hussein. En Afrique, c'est le cas de Hissène Habré. C'est encore le cas de Bokassa en Centrafrique, à côté de chez nous. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça de chefs d'État qui ont été jugés. Donc, le principe est acquis qu'il n'y a pas de chef d'État au-dessus des lois. Le principe de la responsabilité des présidents de la République ou des chefs d'État est un principe qui est aujourd'hui acquis. Et il faudrait regarder au cas par cas, selon les pays, comment ça s'applique. Et je finis par la précision concernant le Congo. Dans le cas du Congo, tous nos présidents de la République ont été repris en justice. Ils ont tous
on leur a tous imputé des responsabilités. Donc, l'abbé Fulbert Hulou a été jugé en 1965 et a été condamné à mort. Massamba Deba a été jugé en 1969, il avait été acquitté. Il a ensuite été jugé en 1977, il a été condamné à mort et on l'a exécuté. Yombi Opango n'a pas été jugé, mais a été arrêté et est resté en détention pendant 9 ans sans procès. Pascal Lissouba a été jugé en 1999 et avait été condamné à 30 ans de réclusion. Il a ensuite été jugé en 2001 et a été condamné à 20 ans de réclusion. Donc, au Congo, le principe de la responsabilité pénale du président de la République est acquis. Et à ce moment, la façon de circonscrire la mise en œuvre de cette responsabilité, de prime abord, on se dirait que ça se ferait dans le cadre de la Constitution. Mais il se trouve que si un chef d'État se trouve devant la justice, dans les cas que nous avons observés, c'est toujours après qu'il ait perdu le pouvoir. Dans le cas propre du Congo, tous ces procès se sont faits en dehors du cadre constitutionnel en vigueur au moment où ils exerçaient le pouvoir. Donc, ça a toujours été en dehors de leur cadre constitutionnel qu'ils ont été jugés. Si nous prenons l'hypothèse oui, mais le procès est toujours une... Moi, je voudrais juste insérer cette question en un mot. Vous êtes en train de dire, malgré l'article 96 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, Denis Sassou Nguesso n'échappera pas aux poursuites judiciaires pour les crimes commis, bien sûr, et des manquements. À maintenir à la rigueur juridique, donc à maintenir au droit congolais tel qu'il s'est appliqué jusqu'à présent, j'observe d'abord que dans tous les cas dans lesquels les chefs d'État ont été jugés, on a écarté la Constitution qui était en vigueur. Donc, si M. Denis Sassou Nguesso devrait être jugé, ça suppose d'abord qu'il ne sera plus chef d'État. Et si ça arrivait, ce sera nécessairement en dehors du cadre de protection qu'il avait prévu pour lui-même. Donc, c'est ça, plus ou moins, les aléas de la fonction. Et interviendra l'aspect que je pense le plus important, celui de l'opportunité des poursuites. L'opportunité des poursuites, le cas du Congo est celui, et il ressemble à celui de la France. Donc, le parquet n'est presque pas détachable du pouvoir politique. Ce qui fait que si le parquet dispose de l'opportunité des poursuites, et pour clarifier l'expression pour les profanes, cela signifie que le procureur de la République peut classer un dossier sans suite. Il peut décider de ne pas engager les poursuites. Et si le procureur est rattaché au pouvoir politique, donc à sa hiérarchie, l'instruction peut venir du pouvoir politique. Je vous donne un exemple précis. Monsieur Pascal Lissouba est élu président de la République. Monsieur Sassou Nguesso avait exercé les fonctions de chef d'État de 1979 à 1992. Donc, en 13 ans, on ne pouvait pas ne pas trouver des choses à lui reprocher. Si on voulait en trouver, il y en avait une pléthore. D'ailleurs, quand vous lisez l'ouvrage de Pascal Lissouba, Les fruits de la passion partagée, dans cet ouvrage, il mentionne beaucoup d'éléments qui pouvaient constituer des infractions reprochables à son prédécesseur. Or, quel a été le choix politique de Pascal Lissouba? C'était de n'engager aucune poursuite contre son prédécesseur. Donc, pendant les 5 ans de Pascal Lissouba, il n'y a pas eu de procès Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso arrive en 1997, il opère un autre choix. Pascal Lissouba a été poursuivi et condamné en 1999 et en 2001. Ça veut dire que
l'exercice de l'opportunité des poursuites dépendra à ce moment-là de celui qui sera en charge du destin national. Et il appartiendra à cette personne, dans les grands arbitrages qu'opère le président de la République, d'apprécier l'opportunité d'aller dans cette direction-là ou pas. Donc, si il y a une protection pour le président de la République, la vraie protection du président ou de l'ancien président de la République réside dans la sagesse de son successeur. Merci, maître Charles-Anicet Poitiers-Amar. Certainement, c'est ce qui a fait dire à Denis Sassou Nguesso, ce sont là des indiscrétions. Hein. Quelqu'un me disait qu'il a dit à quelqu'un, que je ne citerai pas le nom ici, qu'il ne sera plus jamais appelé ex-président de la République. Suivez mon regard. Maître Charles-Anicet Poitiers-Amar, nous sommes presque à la fin de cette émission. Voilà. C'est vrai, on dénonce, on explique, voilà, on donne l'interprétation juridique, mais après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une jurisprudence. Vous connaissez le président Poutine de la Russie, vous avez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui aujourd'hui sont visés par, les deux, hein, bien sûr, sont visés par des mandats d'arrêt internationaux. Que doit-on faire maintenant, puisque vous parlez, vous avez interprété, vous êtes intervenu, vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. Est-ce que maintenant vous pouvez passer aussi, puisque vous êtes congolais, vous êtes avocat, je voulais dire, est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous constituiez par exemple en réseau d'avocats congolais pour commencer à poser les actes, que de rester toujours dans voilà, le commentaire, l'actualité, comme on est en train de le faire? Mais vous sous-estimez la portée de ce que nous venons de faire. Non, je ne l'ai pas sous-estimé. Je dis après avoir parlé longtemps épilogué, il faut maintenant passer à l'acte, non? Je vous explique la gravité et les conséquences de ce que je viens de faire sur votre plateau. Les avocats en France sont des auxiliaires de justice. Oui. Au Canada, ce sont des officiers de la Cour. Dans les deux cas, toutes les fois, mais un peu plus au Canada qu'en France, dans la pratique en tout cas, toutes les fois qu'un avocat donne un avis sur une question, les personnes concernées doivent prendre cet avis avec le plus grand sérieux, parce que l'avocat s'exprimant intervient en tant qu'expert du droit. Et dans le cas du Canada, il y a ce qu'on appelle la défense d'avis d'expert. Si en matière fiscale, je donne un conseil à un client de procéder d'une certaine façon et que le client fait exactement ce que moi je lui demande de faire, si jamais cet agissement est en contravention avec les lois canadiennes, l'administration canadienne ne tiendra pas rigueur au client qui aura suivi mon avis dès lors qu'il aura fourni la preuve qu'il a suivi l'avis d'un avocat. Et à ce moment, on se retournera contre l'avocat et son assurance sera mise à contribution. Je vous dis cela aussi pour dire que la Cour pénale internationale et toutes les juridictions internationales procèdent de la même façon, donc considèrent la défense d'avis d'experts. Qu'est-ce que l'expert a dit et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce qu'il a dit. Ici, concernant les personnes que nous avons circonscrites comme faisant partie de la notion élargie de gouvernement, si l'une quelconque de ces personnes ne faisait pas en conscience ce que lui exige son statut, sa situation actuelle, au cas où dans 10 ans ou dans 20 ans, cette personne serait appelée en responsabilité, par exemple, on pourra lui montrer cette émission et on lui dira, il y avait un avocat qui vous avait dit que ce qui était en train de se faire, c'était des crimes contre l'humanité. Et il vous avait expliqué en long et en large
la teneur des responsabilités que vous pourriez encourir si jamais vous restiez inactif. Il a précisé qu'il y avait des infractions de commission et il y avait des infractions d'omission. Quand vous ne faites pas, vous n'empêchez pas de faire une chose qui est par exemple la commission d'un crime contre l'humanité, vous avez le pouvoir d'empêcher, mais vous ne faites pas, vous engagez votre responsabilité. Souvenez-vous, lorsque l'on s'est retrouvé dans l'affaire du changement de la Constitution, Monsieur André Okombi Salissa était député, mais il avait vu que la Constitution dont l'on parlait était une Constitution dans laquelle on avait retiré l'article 10, on avait retiré l'article 38 de l'ancienne Constitution et on organisait un régime d'impunité avec les articles 95 et 96. Qu'est-ce que M. André Okombi Salissa a fait? En tant que député, il s'est opposé au changement de la Constitution et à l'adoption de la Constitution qui organisait un régime criminel. Madame Claudine Munari était ministre au sein du gouvernement. Elle s'est opposée en tant que ministre à l'adoption de cette Constitution et a accepté de quitter ses fonctions. Guy Parfait Konéla était ministre. Lui aussi, en tant que membre du gouvernement, s'est opposé et a quitté ses fonctions. Donc, les personnes qui, en ce moment, se trouvent dans cette situation, qu'elles soient dans les directions générales au gouvernement, dans les assemblées parlementaires, si ces personnes sont en position officielle de poser un acte quelconque qui permettrait d'empêcher la commission des crimes contre l'humanité et ne font rien, elles engagent leurs responsabilités. Et donc, en tant qu'avocat, ce que je viens de faire sur votre plateau est un acte majeur concernant la prise de responsabilité. Dites-moi, maître Charles Anissé à Poitiers-Amar, et donc s'il vous était demandé, au cas où par exemple Denis Sassou Nguesso est poursuivi en justice, et qu'on vous prenait comme avocat défenseur de Denis Sassou Nguesso? Bon, d'abord, je serai le premier surpris qui puisse me confier la défense de ses intérêts, dans la mesure où je ne partage pas ses choix politiques et je n'ai de cesse depuis un certain temps. D'abord, je l'ai appelé à démissionner. Ensuite, je n'ai pas cessé de demander aux Congolais de prendre leurs responsabilités pour qu'ils puissent quitter ces fonctions, pour que nous puissions le faire partir d'ici à la fin de l'année 2025. Donc, je serais surpris que dans une telle opposition de position politique, qui puisse, dans cette éventualité-là, me confier la défense de ses intérêts. Mais si une telle chose advenait, d'abord, ça voudra dire que j'aurais eu satisfaction parce qu'il ne sera plus président de la République. Secondo, je réagirai suivant les principes de la fonction. J'appartiens à une fonction qui est réglementée et j'ai un code de déontologie auquel j'obéis. Et dans ce code de déontologie, il y a le principe de liberté du client de choisir son avocat, mais aussi la liberté de l'avocat d'accepter le client. Très souvent, lorsque nous sommes appelés à intervenir dans la défense des intérêts d'un client, dans le cas particulier des poursuites pénales, il ne s'agit pas nécessairement de défendre le client, mais de défendre des principes. Ça veut dire que derrière le client que nous représentons au tenté, nous défendons un principe qui bénéficie à tous les autres citoyens. Et je vous dirais que c'est lorsque vous avez à défendre un client qui apparaît comme étant indéfendable aux yeux de tout le monde que les principes que vous allez défendre à travers ce client-là prennent le plus de valeur. La présomption d'innocence ne vaut rien pour quelqu'un qui est innocent. La présomption d'innocence vaut pour quelqu'un qui est donné pour coupable aux yeux de tout le monde.
Et c'est pour celui-là qu'on a conçu la présomption d'innocence, pour que les autorités de poursuite arrivent à établir, au-delà du doute raisonnable, que cette personne est bien celle qui a commis l'acte en question. Et c'est tout l'intérêt du procès à ce moment-là. Ça veut dire qu'en tant qu'avocat, nous ne participons pas au procès pour défendre simplement un client. Nous participons au procès pour que le procès puisse jouer son rôle social, celui de la production à la fois de la vérité et d'une connaissance utile à la société. Je vous donne un exemple pour finir. Je me trouvais sur les montagnes de Dévoluy en France en vacances lorsque j'ai découvert un matin sur mon écran les images du coup d'État se déroulant au Gabon. Et j'ai été choqué de voir la quantité d'argent qui avait été montrée comme appartenant à Noureddin Bongo. J'ai été choqué de voir cette quantité d'argent, comment quelqu'un pouvait avoir autant d'argent à son domicile. Et j'ai vu toutes les autres choses. Un peu plus de 6 mois plus tard, on est venu me chercher pour assurer la défense de Madame Bongo et de Noureddin Bongo. Donc, d'abord, en tant que citoyen, j'avais été choqué. Mais lorsqu'on vient me chercher en tant qu'avocat pour assurer leur défense, dans un premier temps, j'étudie le dossier. Et quand j'examine ce dossier, ce que je vois, c'est que ces personnes n'avaient pas été arrêtées par des autorités judiciaires compétentes et ne se trouvaient pas dans des situations de détention répondant aux exigences du respect des droits de l'homme. Et dès lors qu'il ne s'agissait pas de la première dame du Gabon, mais il s'agissait de l'ancienne première dame du Gabon. Ça veut dire que cette dame qui était au sommet du pouvoir la veille se trouvait, au moment où on venait me chercher pour la défendre, se trouvait être une femme comme toutes les autres femmes dans les mains des militaires. Et si vous êtes avocat et on vous dit il y a des militaires qui gardent une femme par devers eux, elle a besoin qu'on l'arrache de leurs griffes, vous ne pensez pas deux fois. Et lorsque vous vous rendez compte que dans une telle situation, ce qu'elle pouvait subir ne pouvait être qu'une injustice flagrante, parce que dans son cas, il s'est trouvé que c'était la seule femme blanche parmi les chefs d'État qu'on avait renversés en Afrique. Elle était la seule femme blanche épouse d'un ancien chef d'État renversé. Toutes les autres n'ont pas été détenues. Elle était la seule qui était détenue. En tant qu'avocat, vous vous posez la question, pourquoi on détient la femme blanche? Et quand je me suis rendu à Libreville pour la première fois, j'ai fait le tour de la ville. J'ai discuté avec des gens dans les rues, dans les marchés, un peu partout, pour m'imprégner de la situation. Et je me suis aperçu que c'était une femme à qui la majorité de la population reprochait des choses qu'elle imaginait. Et à ce moment-là, est-ce que vous faites votre travail d'avocat qui consiste à faire que tout individu puisse subir un procès en bonne et due forme? Donc, ce que je défends aujourd'hui concernant les personnes qu'on qualifie de Koulouna, sur votre plateau, pas moins d'une fois, j'ai dit que ces personnes sont présumées innocentes. Elles doivent être arrêtées régulièrement et traduites en justice. C'est exactement la même chose que j'ai faite au Gabon en disant que l'ancienne première dame et son fils auraient dû être arrêtés par des autorités judiciaires plutôt que d'être enlevés par des militaires qui Ou étaient peut-être, chargés non, de leur sécurité. je peux comprendre par là, pardon, maître, c'est l'ancienne, oui, première dame, vous le dites, mais aussi il y a peut-être un volet d'une ancienne criminelle présumée, parce qu'on lui reprocherait aussi le détournement de fonds, voilà, l'usurpation de titres, des signatures. Donc c'est une criminelle présumée, pas seulement ancienne dame. Mais vous inventez sur votre plateau la présomption de criminalité.
Non, depuis mais que attendez, l'humanité lorsque est vous venue. usurpez, par exemple, la signature, lorsque vous détournez de l'argent public, c'est quoi alors? Et mais il y a même Il n'y a pas de présomption de criminalité et tout ce que vous reprochez à un individu, si Oui. vous êtes sûr que l'individu a commis les actes en question, il ne vous reste plus qu'à respecter la procédure légale pour que cet individu se retrouve devant les juridictions et vous devez avoir des procureurs compétents qui J'ai parlé, établissent les maître, s'il vous plaît, j'ai responsabilités. parlé de la présumée criminelle. Et Mais le je vous crime dis que ici est caractérisé, permettez que je termine, je vous maître. dis que Permettez que je termine, Monsieur maître, c'est Perrin, la important, s'il vous plaît. présomption de Je vous laisse le temps criminalité n'existe de beaucoup pas. parler, de beaucoup, voilà, de prendre le temps de vos réponses. Mais laissez-moi à un moment donné vous dire aussi ce que je pense. Mais c'est que J'ai vous parlé posez des de questions la sans arrêt. présumée criminelle. Maître, est-ce que vous pouvez me laisser finir? C'est une présumée criminelle et le crime ici est caractérisé par le détournement de fonds présumés. Donc on peut Je parler vais de être crime. Ah, pardon, pardon, d'accord. maître, s'il vous plaît, maître. Permettez que je termine. C'est Oui, juste pour quelques secondes, et puis vous allez prendre la parole. Je parle je vous ici en prie. d'une criminelle présumée. Et je dis, je répète, j'insiste pour dire qu'ici le crime est caractérisé par le détournement de fonds, détournement présumé de fonds. Donc on ne peut pas seulement prendre le volet ou la casquette ancienne dame. Elle a été accusée de détournement de fonds présumé. Et c'est un crime financier. Dire que c'est une criminelle présumée, je crois que les termes sont bien placés. Vous pouvez maintenant Maintenant, prendre la parole pour développer votre réponse. maintenant, je vais vous répondre. Je ne sais pas quel est votre texte de référence pour parler de crime présumé. Je ne sais pas si vous avez un texte international ou national qui dit ce que c'est qu'un crime présumé. Ça, je ne le sais pas. Je m'en tiens au Cependant, communiqué de la présidence du Gabon. bon, voilà. Donc, ce n'est pas un texte de droit et il ne fait pas droit, il ne fait pas loi. En ce qui concerne la dame, ce que vous êtes en train de dire, et je ne voudrais pas qu'on en fasse une casuistique, mais ce que vous êtes en train de dire concernant cette dame, elle était l'épouse du chef de l'État. Donc, prenez l'hypothèse où on lui aurait reproché le détournement de fonds publics. Vous avez des règles de comptabilité publique qui font que aucun fonds ne peut sortir des caisses de l'État si l'ordonnateur et le comptable public n'ont pas participé à la procédure. Donc, il y a une personne qui ordonne et cette personne doit avoir une fonction officielle. Et la personne qui décaisse les fonds à la fin, donc après le contrôle budgétaire et toutes les autres étapes de vérification, la personne qui décaisse les fonds à la fin, c'est le comptable public. Or, il se trouvait que cette dame n'était ni ordonnatrice ni comptable public. De la même façon, son fils n'était ni ordonnateur ni comptable. Donc, si ces personnes avaient détourné des fonds, ça ne pouvait se faire qu'avec la complicité des personnes qui avaient la signature en tant que comptable et en tant que coordonnateur. Or, il s'est trouvé qu'elle était poursuivie sans que les ordonnateurs et sans que les comptables publics ne soient poursuivis. Ce qui faisait que ces infractions, sans ces personnes, étaient impossibles. Et donc, quand vous intervenez en tant qu'avocat, si vous voyez que des poursuites sont instituées contre des personnes et que quand il s'agit de fonds publics, vous avez des comptables publics et des ordonnateurs publics et que vos clients qui n'ont pas cette qualité sont poursuivis soit pour une complicité ou une autre forme de responsabilité, ça devient plus ou moins potable. Mais si déjà les personnes sont poursuivies dans un cadre dans lequel leur responsabilité ne peut pas exister de par la loi parce que c'est une infraction impossible. C'est comme si on vous disait, on vous poursuit d'avoir tué quelqu'un à Dolisie alors que vous êtes à l'étranger. Donc, c'est une infraction impossible. Et à ce moment-là, si quelqu'un disait oui, mais c'est lui qui a tué, présomption de criminalité, tel que vous êtes en train de le soutenir depuis tout à l'heure,
l'avocat dira il n'y a pas de présomption de criminalité et l'intérêt du procès, justement, c'est de faire en sorte que la vérité soit dite. Lorsque vous voulez faire répondre les personnes pénalement, donnez-vous la peine de respecter les procédures pour établir ces responsabilités. Et le rôle de l'avocat, ce n'est pas nécessairement de faire qu'une personne échappe à la justice, parce que personne ne doit échapper à la justice. Mais le rôle de l'avocat, c'est de s'assurer que l'institution du procès fonctionne correctement, que les règles protectrices de la personne humaine fonctionnent correctement. Oui, mais moi je veux bien mettre, pardon, laissez-moi aussi une minute. Lorsque vous parlez des règles de procédure à respecter, nous sommes là au Gabon. Nous parlons du Gabon. Nous ne parlons pas de la France, du Canada ou des États-Unis. Et nous connaissons ce que c'est qu'un État au Gabon. Encore, on se posera la question si l'État existe. Ce sont là des institutions qui avaient été mises en place par ce même pouvoir qu'appartenait Madame Bongo. OK? Donc on ne peut pas le reprocher à ceux qui sont arrivés après. C'est leurs institutions et c'est comme ça que ça fonctionnait. Cette dame, et nous l'avons tous appris, encore, il faut qu'on nous dise le contraire, était celle qui assurait, qui gérait la présidence, pendant que son mari était malade, presque inactif. Tous ces éléments-là réunis, oui, moi je veux bien que vous me parlez du droit. C'est votre métier, normalement, défenseur, oui, mais il faut prendre aussi en compte l'environnement, le système lui-même, comment il a été conçu. Même lorsque vous dites que ceux qui ordonnaient les dépenses ou les sorties d'argent, je comprends bien, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler d'un Gabon bien structuré, une république où tout est respecté, mais si c'était une république où les règles, les lois et règlements étaient respectés, Madame Bongo ne se retrouverait pas dans cette situation-là. En fait, c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas l'État, l'État était mort, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, comme qui dirait, elles ont mis le Gabon à sac. C'est tout ce système-là qu'il faut prendre en compte. Donc, et moi, je sais, je peux comparer ça avec ce qui se passe au Congo. Vous voyez, le trésor, par exemple, n'importe qui va se servir là-bas. Denis Sassou Nguesso peut envoyer quelqu'un, un ministre qui va prendre de l'argent, thésauriser dans la maison. Ce sont les mêmes pratiques au Gabon. Et vous n'allez pas dire que Madame Bongo avait besoin qu'un ordonnateur puisse ordonner qu'on lui donne de l'argent. Elle pouvait envoyer quelqu'un là-bas. Bon, encore là, c'est pas prouvé, mais je vois que c'est des systèmes qui fonctionnent comme ça. Elle pouvait, mais la preuve, c'est que, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais le procès s'est terminé par une condamnation par contumace, je crois, de Madame Bongo. Ils ont détourné beaucoup d'argent, c'est ce que moi j'ai suivi. Peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais bon, après, tout ce que vous êtes en train de développer, ce n'est malheureusement pas le tribunal, et moi je ne suis pas spécialiste en droit, malheureusement, et donc je dis ce que j'ai lu dans l'information et que je vous rapporte. Voilà. Mais Monsieur Perrin, voilà. Ce que vous avez dit est juste, il y a eu une condamnation. Et vous avez bien fait de préciser que c'est une condamnation par contumace. Oui, oui. Ça veut dire que quelqu'un a marqué, un penalty sans gardien. Donc, comme le dit l'adage, à triompher sans péril, non, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, c'est un penalty sans gardien. Il n'y a pas de mérite en cela. Et ce qui a été dit dans le jugement par contumace est sujet à débat de nouveau parce que, en temps opportun, si jamais les personnes concernées décidaient de faire ouvrir un nouveau procès, tout cela sera rabattu. Et donc, il n'y a pas de situation acquise. Quand j'entends votre raisonnement, je vous prends dans une contradiction par rapport à la ligne que vous défendez concernant les Koulouna. Vous êtes d'accord avec moi depuis le début de cette émission que les Koulouna, il faudrait procéder à leur arrestation et les traduire en cadre juridique, oui. Or, ce que vous reprochez au régime actuel, au pouvoir actuel, c'est de raisonner comme vous raisonnez pour les Bongo, donc de dire c'est des Koulouna, ils ont tué des gens, tout le monde a vu, ils ont éventré. Non, moi je ne l'ai pas condamné, je ne l'ai pas condamné, maître. Non, je suis en droit de dire, quand c'est mal dit, je suis en droit de reprendre la parole pour dire je n'ai pas condamné Madame Bongo.
J'ai juste rappelé les faits et pourquoi elle a été condamnée. Moi, je ne l'ai pas condamnée. J'ai même parlé D'accord. de la présomption d'innocence. J'ai dit Bon, j'espère. présumé criminel. Je ne l'ai pas condamné, maître. Ne Voilà, venez pas ben, dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas condamné bon, Madame Bongo, j'ai même parlé de la présumée criminelle. Et c'est normal. bon, d'accord. Nous sommes Merci. en train de nous sommes en train de progresser, mais si je prends votre présomption de Oui. criminalité, la DGSP procède comme vous. Elle pense comme vous. Elle se dit, il y a une présomption de criminalité des Koulouna. Ils ont éventré les dames, ils ont coupé des mains, ils ont coupé des pieds. On a vu les images. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Ils sont criminels, il faut leur infliger la peine de mort. Et vous, Sauf vous qu'ils ne n'êtes sont pas pas passés par d'accord. le tribunal. Et lorsqu'on vous dit, parce que la position qui est la mienne, justement, consiste à dire que ce soit le Koulouna, et ça, c'est la position de principe pour tout avocat, que ce soit le Koulouna, que ce soit une personne ayant exercé le pouvoir dans un pays d'Afrique, considéré par l'opinion publique comme un exercice abusif et tyrannique, qu'il s'agisse d'une autre personne, toutes les fois qu'on va reprocher des actes criminels ou délictuels à un individu, la position de principe de l'avocat, c'est la position de la civilisation. La personne doit être présumée innocente. On doit respecter à son égard les règles de procédure et sa responsabilité doit être établie devant une juridiction indépendante respectant les droits de la défense. Ça, je suis d'accord avec vous, maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Tout à l'heure, c'était un peu, voilà, très mouvementé, mais bon, c'est des cas qui arrivent hein, sur le plateau lorsqu'on insère certains sujets, et c'était intéressant. Par contre, revenons donc sur le sujet central, notamment l'opération Zéro Kuluna. Pour conclure, je vais vous proposer de suivre un extrait d'une vidéo. En fait, c'est des éléments de la garde, bon, la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, qui se sont invités dans un milieu des jeunes, et il y a un élément de cette unité que je vais d'ailleurs vous prier de faire beaucoup attention sur ce qu'il dit, en train d'indexer un jeune pour dire que monsieur, vous avez beaucoup de cicatrices, vous êtes un bandit. Suivez ce qu'il raconte. Écoutez. Arrête, c'est bon de voir. Monsieur, vous avez trop de cicatrices sur le visage. Vous êtes un ancien bandit. Enlevez le haut. Avancez vos écouteurs. Madame, vous êtes où? Voilà, maître, voilà, nous disions tout à l'heure, il y a ces variantes, hein, en fait, de cette opération, et on note de plus en plus l'arbitraire. Bon, après, on nous a parlé d'abord des Koulouna comme tels, des jeunes qu'on est allé chercher parfois dans leur lit, abattus en public, on casse les maisons, on brûle, on incendie des maisons, même des églises, et tout ce qui y va. Et là, on entre dans l'arbitraire total. Ça veut dire que si non plus les Koulouna à prendre, bon, après on se posait d'ailleurs la question, qui est réellement Koulouna? Parce que nous apprenons également qu'à Pointe-Noire, ces éléments de la DGSP arrêtent même les bus de transport en commun et en train de scruter les passagers pour voir s'ils ont des marques, s'ils ont des tatouages, s'ils ont des cicatrices. Et lorsqu'on vous attrape avec, bon voilà, une coiffure que eux jugent mauvaise, ou un accoutrement qui ne leur plaît pas, ou probablement, voilà, les tatouages, vous êtes pris et vous pouvez payer de votre vie comme ça. Vous venez de suivre cet élément-là, qui est beaucoup plus l'arbitraire. Quel commentaire en faites-vous? Et ça sera la fin de cette émission. Mon commentaire, c'est de dire que les pouvoirs publics doivent s'en tenir à leurs responsabilités. Le principe du libéralisme, c'est que le meilleur gouvernement, c'est celui qui gouverne le moins, au sens que le gouvernement ne doit pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. La question de sécurité publique, on l'a dit plus d'une fois, il y a
des actions qui doivent être menées pour lutter contre le banditisme et l'insécurité, mais ça ne doit rester que dans ce cadre-là. Et concernant l'État, l'État dispose d'une capacité de violence inégalée sur un territoire, ce qui fait que plus que n'importe quel individu, l'État doit maîtriser l'emploi de la force. Et lorsque cet emploi n'est pas maîtrisé, on arrive à des situations de décivilisation. Je dis décivilisation pour ne pas simplement dire barbarie, parce que barbarie, c'est un état initial. La décivilisation, c'est quand vous avez déjà été civilisé et vous faites un retour vers la barbarie. C'est ce que nous sommes en train d'observer avec les assassinats et les profanations de corps. On a dépassé ce cadre, on en vient désormais aux atteintes des libertés individuelles. Et donc, ce que vous décrivez, des personnes qui sont menacées dans leur personne par des agents des forces de l'ordre. J'ai personnellement vu des jeunes à la plage de Pointe-Noire qui avaient été coiffés par la police. Donc, ils étaient nombreux, regroupés dans un endroit. La police était passée par là et avait coupé les cheveux à tout le monde sous prétexte qu'ils étaient mal coiffés. Et il y a de plus en plus des cas arbitraires comme ça qui se produisent dans beaucoup d'endroits. Et donc, il est nécessaire que les tenants de pouvoir public puissent rappeler les agents qu'ils ont envoyés dans les quartiers, parce que nous sommes désormais non seulement dans la commission des crimes contre l'humanité, mais on est aussi dans le terrorisme d'État organisé. Ça veut dire qu'un pouvoir qui est devenu incapable de répondre aux besoins essentiels de la population et qui craint le soulèvement de cette population, s'évertue ou s'aventure à intimider cette population, mais en commettant des actes qui sont des actes inqualifiables. Et pour terminer, je rappellerai la responsabilité qui pèse sur toutes les personnes qui sont en situation d'empêcher ce qui se fait et qui ne font rien. Merci, maître Charles Anessé Poitiers-Amar. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec. Merci donc d'avoir répondu à toutes les questions, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps pour nous, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Ne manquez jamais ces petits gestes qui nous encouragent et qui nous permettent évidemment de parfaire notre travail. Ensuite, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. Merci, à bientôt. Merci encore, M. Perrin. C'est moi.